Bonjour Frédéric Tonoli. Bonjour, bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Frédéric, tu es documentariste. On te doit notamment ce documentaire sur lequel j'avais envie de revenir. Poutine, le retour de l'ours dans la danse, qui a été diffusé sur Arte il y a quelques semaines et qui est encore en accès libre, je crois. Un film qui retrace à peu près toute la stratégie de Poutine depuis la conférence de Munich de février 2007, une conférence dans laquelle Poutine justement s'adresse aux chefs d'État occidentaux et il met en garde à ce moment-là, il prévient même. Mais personne ne semble vraiment prendre conscience de ce qui se joue à ce moment-là lors de ce discours. Mais c'est surtout un film, Poutine, le retour de l'ours dans la danse, qui donne des éléments qui vont un peu à rebours de la petite musique qui consiste à dire en ce moment que Poutine serait fou. C'est ça que montre aussi ce film. Il est tout sauf fou, Poutine. Bah, je me pose la question maintenant. Je pense qu'il est fou. Enfin, en tout cas, il a atteint de quelque chose de terrible. Mais le film, ce qu'il cherche à expliquer, c'est qu'il y a une logique, on aurait pu voir venir, peut-être pas la guerre en Ukraine, mais sur ces 20 dernières années, il y a une logique. Et Poutine nous a prévenus, et nous, par hubris, par intérêt, on ne l'a pas écouté, on n'a pas voulu voir venir, tout simplement. Et quand je dis expliquer, expliquer n'est pas excuser. Hein. Je me méfie de la petite musique à rebours. J'ai essayé de prendre les faits, les discours de Poutine et voir ces annonces qu'on n'a pas voulu écouter plutôt. Le documentaire s'ouvre sur un entretien que vous avez fait avec l'ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev, Andrei Grachev. Grachev, oui. Ouais, et il disait ceci: Poutine est un réaliste, un pragmatique, il n'est pas un idéologue, c'est un joueur stratégique qui fait des paris. Alors nous, on a reçu Grachev à la fin de la semaine dernière et il est revenu sur ce propos. Il nous a dit: Poutine devient un idéologue, ce qu'il n'était pas auparavant. À l'aune de cette guerre et des postures de Vladimir Poutine, est-ce que tu es d'accord avec ça, que maintenant Vladimir Poutine agit par idéologie? Je suis souvent d'accord avec Grachev, qui a été bien placé dans l'histoire et qui continue de bien la suivre. Et il a raison, mais c'est toujours teinté d'idéologie. Cette grande Russie, en fait, Poutine, il a réussi les Saints-Sacrements, c'est le triptyque, c'est la triple icône. Il a réussi à remettre le tsar de toutes les Russies dans la course. Il a réussi à garder Staline, le maître de toute l'URSS, dans la course, et il a réussi à mettre le veau d'or, le grand capitalisme, dans la course, et il refait un mélange de tout ça. Donc, d'une certaine façon, oui, c'est un idéologue. Mais ce que disait Grachev, et qui est juste, Poutine est pragmatique. Il a cette intelligence, même si elle est folle, du joueur. C'est-à-dire qu'il est opportuniste. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que depuis 2007, il nous annonce que la Russie va revenir. Cette Russie humiliée, encore une fois, ce n'est pas pour l'excuser, c'est pour l'expliquer, que cette Russie humiliée veut revenir dans le jeu. Et il n'a de cesse que de le faire. Mais il le fait quand nous, on montre des faiblesses ou des inintentions. Donc c'est là qu'il est pragmatique. Et c'est là qu'il est joueur parce qu'il va très vite. Il va très vite. Dès qu'il y a une porte qui s'en trouve, il s'y engouffre. Donc, je reste sur la première déclaration. C'est un opportuniste, ce n'est pas forcément un idéologue, mais il est idéologue dans le sens où il y a toujours cette idée de grande Russie. Ouais. Tu es rentré de Kiev il n'y a pas plus tard que hier, je crois, où tu as tourné un reportage qui a été diffusé samedi dernier sur Arte. Tu y dis d'ailleurs que les habitants sont habités par l'esprit de Maïdan, du nom d'une des principales places de la capitale. C'est quoi l'esprit de Maïdan ? 2014, 2013 déjà, l'Ukraine se tourne vers l'Europe et l'Europe, en tout cas le monde occidental, lance certaines invitations, en trouve certaines portes. Tout le monde n'est pas d'accord en Europe pour accueillir l'Ukraine à ce moment-là. Hein. La France ne l'est pas spécialement. Mais bon, les Américains travaillent bien. On travaille à faire basculer l'Ukraine de notre côté. Les Ukrainiens, dans leur ensemble, en ont envie. 2013, Poutine balance quelques milliards de dollars à Yanukovych, le président ukrainien, en disant non, tu ne vas pas me quitter comme ça. Yanukovych refuse donc de se rapprocher, de signer avec l'Europe. Et là, Maïdan, ça pète. Maïdan est la place centrale de Kiev. On a la jeunesse et une grande partie des habitants de Kiev et d'Ukraine
qui se révoltent et ça va tourner à un carnage. Il y aura une centaine de personnes tuées parce que de Moscou, on ne peut pas laisser l'Ukraine partir. L'Ukraine, c'est plus que l'étranger proche. C'est, alors pour certains, le berceau de la Russie, pour d'autres, une partie de la Russie. Donc, on va avoir cette révolution de Maïdan. Et cette révolution, eh ben, en quelques jours, le président est obligé de s'enfuir en Russie. Et cette révolution est une réussite. Et il y a un esprit de Maïdan. Il n'y aura plus jamais avant Maïdan. Les Ukrainiens se sont retrouvés à ce moment-là. Et c'est ce que j'essaye de dire dans ce petit reportage. Et Poutine, pour en revenir à Kiev, peut-être, et je ne le souhaite pas, mais militairement, il pourrait gagner la bataille. C'est un rouleau compresseur terrible, l'armée russe. Poutine pourrait gagner la bataille de Kiev, pourrait gagner la bataille d'Ukraine, mais il ne pourrait jamais gagner la guerre. Parce qu'il a réussi à faire un truc que les Ukrainiens n'ont pas réussi à faire d'eux-mêmes au départ. Il a réussi à réunir tous les Ukrainiens. Les Ukrainiens, il y avait des pro-russes, il y avait les Ukrainiens de l'Est, il y avait des Ukrainiens du Sud. On parlait le russe à tel endroit, on parlait l'ukrainien à d'autres. On était plus hongrois ou roumain. Il y avait beaucoup de différences et on s'accrochait. Aujourd'hui, ils sont tous ukrainiens. Quand ils les traitent de nationalistes, ils ne sont plus des nationalistes, ils sont des patriotes. Poutine a réussi à réunir tous les Ukrainiens, donc il a perdu cette guerre, quoi qu'il arrive. Mais alors, justement, Poutine parle souvent des Ukrainiens comme d'un peuple frère. Mais qu'est-ce que disent les Ukrainiens en retour? Est-ce qu'ils disent, dans ceux que tu as rencontrés à Kiev, par exemple, que les Russes sont aussi un peuple frère des Ukrainiens? C'est-à-dire, vous m'auriez posé la question il y a quelques jours, j'aurais répondu différemment. Aujourd'hui, qu'est-ce que me disent les Ukrainiens? Si je vous le dis sincèrement, l'ordinateur va trembler. C'est très, très violent. C'est très violent ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est affiché sur les panneaux de la ville. Et on propose à Poutine et à ses soldats d'aller se faire. Vous compléterez les mots manquants. Non, il y a plus de frères aujourd'hui. Bien qu'on est dans une culture qui est russe aussi, on parle toujours le russe. Bon, je sais que les gens parlent russe. Moi, je parle russe, je ne parle pas l'ukrainien. Donc, je parlais aux gens en russe. Ils me répondaient dans l'ensemble en ukrainien s'ils n'avaient pas envie de parler en russe. Et certains, comprenant que j'avais du mal à les suivre, par volonté de communiquer, me répondaient en russe. Mais là, il y a un rejet de tout ce qui est russe. Et un rejet que je partage. Tu décris dans ton… Vas-y, pardon. Non, Tu décris dans ton reportage justement que ces Ukrainiens sont des résistants. Il y a même un cuisinier qui dit et qui raconte « Nous sommes tous soldats ». C'est ce que tu as vu justement, que tout le monde s'est transformé en soldat. C'est aussi ça ce que tu dis quand tu dis les Ukrainiens ne sont pas nationalistes, ils sont patriotes, c'est-à-dire que leur patriotisme aujourd'hui, c'est d'aller au combat. Moi, ce que j'ai vu sincèrement, d'abord j'ai été très surpris, même choqué émotivement, c'est une volonté commune. J'ai vu, difficile de trouver du pain par exemple, très bêtement. J'ai vu une personne qui avait du pain, le couper en deux, le donner à son voisin. Des petits gestes du quotidien qui sont démultipliés. Celui qui n'a pas pu s'engager dans une milice prête sa voiture ou va s'occuper des voisins. Tout le monde, quasiment toutes les personnes que j'ai vues cherchent à rendre service aux autres, mais dans une cause commune. Et cette cause commune, c'est l'Ukraine. Ça, c'est une évidence. Et ils en sont même eux-mêmes agréablement surpris. Ils se redécouvrent. Ils se redécouvrent en tant que nation, en tant que peuple, en tant que pays. Et Poutine, dans sa démence, dans sa violence, leur a offert cette possibilité. Alors, toi, tu dis qu'ils se retrouvent, il y a une solidarité nouvelle en fait entre tous les Ukrainiens, mais c'est quand même une invasion militaire. C'est quoi, quel espoir ils ont en fait, les Ukrainiens et les Ukrainiennes que tu as rencontrés? Ils pensent qu'ils vont pouvoir résister? Tu dis, on entend dans le reportage quelqu'un qui dit aucune armée ne peut gagner une guerre contre l'amour et la jeunesse. Mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi des canons, il faut aussi. Tu montres la façon dont ils entendent se défendre et ça n'a pas l'air très vaillant. Donc, est-ce qu'ils ont de l'espoir? Ce que je veux dire, c'est que tu peux raser un pays, tu ne rases pas l'âme d'un pays. Et là, l'âme d'un pays s'est construite. Poutine, évidemment, s'il lâche les freins, va gagner la bataille. Mais va gagner quoi? Un champ de ruines.
Donc cette guerre est déjà perdue. Poutine, qui était habile jusqu'à maintenant, les coups opportunistes, je pense que son cheval est devenu fou, il n'arrive plus à l'arrêter. Il a dépassé, bon, il y a longtemps qu'il a dépassé les limites, mais là le train est devenu fou, il ne peut plus l'arrêter. Il peut plus l'arrêter. Là, il a perdu. Mais les Ukrainiens, ils pensent que quand même, ils prennent des armes. Donc, ils pensent qu'en prenant ces armes, ils vont réussir à résister à l'armée russe. Bah, je dirais l'affiche rouge, le groupe Manoukian à Paris, en 1942, ils n'avaient aucune chance de gagner contre les Allemands. Pourtant, c'est l'âme de la résistance, c'est pas de savoir qu'on va gagner, c'est qu'on va résister et qu'on va se battre. Et celle-là, ils l'ont. Alors peut-être demain, si les chars rentrent dans Kiev, les premiers qui sont aux barricades, qui disaient les Russes ne passeront pas, peut-être partiront en courant parce que le canon, c'est terrible. Moi, j'ai déjà vécu sous le canon, on ne résiste pas, c'est de l'ordre de l'impensable. Mais dans le principe, ils vont résister et ils résistent déjà. Les Russes, Poutine, les Russes, Shoigu, ministre de la Défense, n'ont jamais pensé que les Ukrainiens, déjà en 14 jours de guerre, seraient encore là. Il n'y a pas eu de débandade. On a une dernière question, Frédéric. En Europe, il y a un débat. Faut-il ou non envoyer des armes aux Ukrainiens? Alors, l'Europe, de manière inédite, envoie des armes, mais on a le sentiment quand même que ça reste de l'ordre du symbolique, ce qui est envoyé par l'Union européenne. En tout cas, si on en croit aussi les propos de Zelensky, le président ukrainien. Ils sont seuls, les Ukrainiens, ils se sentent seuls, délaissés par le reste du monde? Alors, j'ai entendu plusieurs choses. J'ai entendu des gens s'arrêter en voiture en voyant la caméra et hurler leur rage après Biden qu'il ne faisait rien. J'ai vu des gens nous dire merci d'être là parce qu'on parle d'eux et il y a une aide qui arrive. Mais moi, je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai aucun droit de réponse. En tant qu'être humain, je voudrais dire, bah, oui, on doit aider par tout ce qui est possible notre voisin. Il se trouve c'est l'Ukraine, mais ça aurait été la Pologne, la Suède ou n'importe où. Mais il ne faut jamais oublier que le 5 décembre 1994, l'Ukraine, qui était indépendante depuis 1991, à la chute de l'URSS, l'Ukraine se trouve à la tête de tout un arsenal nucléaire qui était son héritage soviétique. Et l'Ukraine, le Kazakhstan et je ne sais plus un pays, la Biélorussie, vont signer un accord qui va s'appeler le mémorandum de Budapest. Le 5 décembre 1994, ils signent, ils acceptent de se dénucléariser. Donc, il n'y a plus d'armes, ils n'ont plus de dissuasion nucléaire. En échange de quoi? Les États-Unis, l'Angleterre et la Russie promettent à l'Ukraine, au Kazakhstan et à la Biélorussie que leur frontière, leur intégralité territoriale ne sera jamais attaquée. Donc, ce que je veux dire, c'est que depuis 2014, on a de cesse de trahir les Ukrainiens et de s'asseoir sur les traités. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'on a abandonné les Ukrainiens. Après, il y a tout un émoi parce qu'ils sont à nos portes. Quand on bombardait, j'étais à Alep. Bon, Alep, c'est les sables du désert, c'est un peu plus loin de nous. Ça nous dérange pas. Là, on s'entretue, on massacre sous nos fenêtres. Voilà. Mais je pense, oui, d'une certaine façon, on les a abandonnés, mais je ne suis pas en capacité de juger. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne journée.